Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter un tutoriel pour administrer Linux avec Webmin. Ce tutoriel est encadré par Monsieur Zan Al-Mohamed et réalisé par Abbasi Oumaima, Saoudi Amina et Tawfiq Ahmed, étudiants de l'École supérieure de technologie de Salé, filière administration réseau informatique. Le but de cette vidéo est de vous initier pas à pas à l'utilisation de Webmin. Et à la fin de ce tutoriel, vous devriez être capable d'administrer complètement un système Unix à l'aide de Webmin. Donc, d'où vient le terme Webmin? Son nom vient sans doute de la contraction Web et Admin. Donc, cet outil permet d'administrer des services installés sur des serveurs. Vous pouvez installer Webmin en récupérant le paquet dep ou rpm sur le site officiel webmin.com et vous le trouverez dans la description. Dans notre présentation, on va aborder le plan suivant. Premièrement, qu'est-ce que Webmin? Comment l'installer et le configurer? Et comment administrer les services fondamentaux avec Webmin? Quels sont les modules de Webmin? Ses composants? Et on va voir le côté sécurité avec Webmin. Donc, premièrement, qu'est-ce que Webmin? Webmin, c'est une interface graphique qui permet l'administration distante via un simple navigateur web, offre un aspect commun à tous les systèmes de la famille Unix. Il reste une alternative non obligatoire à l'édition directe des fichiers de configuration et il propose de nombreux modules d'administration des services les plus divers. Et aussi, il fournit un moyen simple de déléguer l'administration de certains sous-systèmes et il prend en compte les aspects liés à la sécurité. Donc, Webmin, c'est un programme qui simplifie l'administration des systèmes Linux ou Linux. En effet, pour créer des comptes, installer des serveurs web ou configurer un serveur de messagerie, il faut généralement éditer à la main les fichiers de configuration ou exécuter des commandes. Donc, Webmin permet de réaliser ces tâches via une interface web en mettant à jour toute la configuration nécessaire. Donc, le travail d'administration au système se trouve alors grandement simplifié. Voilà l'interface de Webmin. Elle est accessible avec un navigateur web en HTTPS à cette URL. C'est https le nom de la machine et le port qui est 10 000 par défaut. Donc la console se divise en 7 catégories qui permettent de gérer l'application Webmin, le système local dans son ensemble, mais aussi des systèmes distants. Et voici le menu et des sous-menus Webmin: configuration, fichier de configuration à sauvegarde, l'index, les journaux, etc. Le système aussi contient des sous-menus, serveur, le réseau et matériel et autres. Donc, il est possible de passer l'interface en français, mais je le déconseille parce que certaines traductions en termes techniques sont parfois mal faites et peuvent rendre incompréhensibles certains points précis. Déjà connu, la majorité du développement de Webmin a été effectué par Jimmy Cameron, mais de nombreuses autres personnes ont contribué à l'évaluation. Comme vous savez, la majorité du développement de Webmin a été effectué par Jimmy Cameron, mais de nombreuses autres personnes ont contribué à l'évolution de Webmin. Et toutes les versions passées et futures sont accessibles sous la licence BSD. Cela signifie que sous Linux et d'autres plateformes, Webmin peut être librement distribué à des fins commerciales ou non commerciales. Et étant donné que Webmin supporte le concept des modules, n'importe qui peut développer et distribuer son propre module à n'importe quelle fin et sous n'importe quelle licence GPL, shareware, etc. Et la documentation sur le développement du module est disponible sur le site officiel de Webmin.
Webmin est un service qui se lance au démarrage du serveur et qui est accessible via une URI, c'est identifiant uniforme de ressources. L'utilisateur peut se connecter à l'interface en indiquant dans cette URL, comme je viens de citer tout à l'heure, l'adresse IP, l'URL et l'adresse IP ou bien le nom de la machine et le port par défaut qui est démis. Ce port peut être redéfini directement depuis l'interface, tout comme beaucoup d'autres paramètres. Et il est possible d'activer le TLS pour accéder à Webmin via Internet. Et il est possible aussi de changer le port par défaut de Webmin qui est D1000 en modifiant directement sur le fichier /etc/webmin/ministère.com. Voilà le fichier. Et Webmin Ensemble, c'est un simple logiciel ou un serveur web composé de plusieurs CGI, c'est l'abréviation de Common Gateway Interface. C'est en français interface de passerelle commune. C'est une interface qui est utilisée pour les serveurs HTTP qui met à jour vos fichiers de configuration tels que le fichier /etc/unitd.conf et le fichier /etc/password. Donc voilà le fichier de configuration. Le premier atout de Webmin est qu'il permet d'aborder plus rapidement l'administration d'un système Linux. Cette interface qu'offrent les différents modules permet d'assister l'administrateur afin qu'il aille plus loin dans la configuration des différents services ou du système. Donc Webmin permet de débuter et de progresser plus facilement dans ce domaine. Cependant, il est important de faire le plus souvent possible le parallèle avec la console en ligne de commande pour bien identifier les actions menées lors d'une configuration dans un module. Pour installer Webmin, il faut accéder à ce site officiel www.webmin.com. Download. Soit de télécharger le paquet tar.gz et de compresser et de compiler, soit de télécharger le paquet .deb à partir du site ou avec la commande wget. Après la fin du téléchargement, il faut installer avec la commande dpkg qui permet d'installer des packages. dpkg-i, le nom de package Webmin. À la fin de l'installation, elle donne un lien pour accéder à Webmin. Avant tout ça, il faut activer le serveur Webmin avec la commande system ctl et le nom start. Après l'activation du serveur, on peut accéder à partir d'un navigateur avec le lien qui donne. L'username par défaut, c'est le nom du super utilisateur qui est root et le mot de passe de ce super utilisateur
Et voilà l'interface de votre serveur Webmin qui permet d'administrer votre machine Linux avec un simple interface navigateur. Sous Linux et d'autres systèmes d'exploitation Unix, un utilisateur est un compte qui peut se connecter au système via SSH, Telnet, FTP ou sur console. Les utilisateurs peuvent également recevoir des emails et posséder des fichiers sur des systèmes de fichiers locaux du serveur. Chaque utilisateur a un login, un mot de passe et un répertoire personnel appelé Home dans lequel tous ces fichiers sont stockés. Chaque système a plusieurs comptes d'utilisateurs standards comme l'administrateur root et ceux qui ont été créés lors de l'installation du système. Bien que la plupart d'entre eux, à l'exception du root, ne pourraient pas être utilisés pour se connecter. Si votre serveur doit être utilisé par plusieurs personnes, vous devez créer un compte d'utilisateur supplémentaire pour chaque personne afin qu'elle puisse conserver leurs fichiers et leur email séparés. Même si vous êtes la seule personne à utiliser votre machine, il est judicieux de créer un compte utilisateur personnel avec lequel vous vous connectez, au lieu d'utiliser le compte root. Selon votre système d'exploitation, les informations sur les utilisateurs et les groupes seront stockées dans les différents fichiers du répertoire etc. Sur les nouvelles versions de Linux, /etc/password et /etc/shadow sont utilisés pour stocker les détails de l'utilisateur, tandis que /etc/group pour les détails du groupe. Le module utilisateur et groupe fonctionne en éditant directement ces fichiers et non en appelant des programmes et des fonctions externes. Le module utilisateur et groupe qui se trouve dans la catégorie système peut être utilisé pour créer, modifier et supprimer tous les utilisateurs et groupes Unix sur votre système. Vous devez toujours faire attention lorsque vous utilisez ce module pour modifier des utilisateurs système existants tels que root et daemon, car leur modification, leur suppression peut détruire votre système. Certains utilisateurs ont leur répertoire home défini sur le répertoire racine. Donc la suppression de ces utilisateurs entraînerait la suppression de tous les fichiers de votre système. En plus de la gestion des utilisateurs sur votre système Unix, ce module peut également affecter les réglages d'utilisateurs dans d'autres modules. Par exemple, Samba a sa propre liste d'utilisateurs et des mots de passe qui doivent être synchronisés avec la liste des mots de passe Unix. Webmin peut gérer ceci pour vous automatiquement en utilisant l'option d'autres modules qui apparaît sur les formulaires de création, de modification et de suppression de l'utilisateur. Cependant, vous devez l'activer dans chaque autre module que vous souhaitez mettre à jour automatiquement. Une fois que vous entrez dans le module, la page principale affiche une liste de tous les utilisateurs qui existent actuellement sur votre système dans une table et tous les groupes dans cette autre table. Pour créer un nouvel utilisateur Unix, cliquez sur Créer un nouvel utilisateur. Un formulaire pour entrer les détails du nouvel utilisateur apparaît. Il faut généralement laisser le champ ID d'utilisateur automatique car Webmin le crée pour vous. Si vous définissez un ID qui existait déjà, le premier utilisateur pourra accéder au fichier du deuxième et vice-versa. Dans le champ nom réel, vous devez entrer le nom complet de l'utilisateur. Par exemple, Jamie Cameron. Chaque utilisateur dispose d'un répertoire home dans lequel il stocke ses documents personnels. Dans le champ répertoire personnel, vous devez entrer un répertoire qui n'existait pas encore, comme /home/jcameron lorsque l'utilisateur est créé. Ce répertoire sera créé et sa propriété sera accordée au nouvel utilisateur. Si Webmin offre
Si Webmin offre l'option automatique pour le répertoire personnel, il est généralement préférable de s'en tenir. Le shell de l'utilisateur est un programme qui est exécuté lorsqu'il crée une connexion en mode texte, par exemple via SSH, ou ouvre une invite de commande après avoir connecté graphiquement. Le shell est responsable de l'exécution des commandes que vous tapez, de l'exécution des scripts lors de la connexion et la déconnexion, et de la fourniture d'une interface pour l'édition des commandes. Les shells comme Bash et TCSH sont plus faciles à utiliser pour les utilisateurs car ils permettent d'utiliser les flèches pour faire défiler les commandes précédentes et la touche Tab pour compléter automatiquement les commandes et les noms de fichiers. Dans certains cas, il se peut que vous ne souhaitiez pas qu'un utilisateur puisse se connecter à un shell. Par exemple, si l'utilisateur doit uniquement lire et envoyer des emails. Dans ce cas, son shell doit être défini sur /bin/false, celui-là, qui est un programme qui ne fait rien et se ferme immédiatement. Vous devez sélectionner le shell que vous voulez, que l'utilisateur est dans la liste du champ shell, ou si votre choix ne figure pas dans la liste, sélectionnez l'option autre pour entrer le chemin d'accès au shell dans le champ à côté. Pour le champ mot de passe, vous avez 4 choix. Aucun mot de passe requis. L'utilisateur peut se connecter sans entrer de mot de passe. Aucune connexion autorisée. L'utilisateur ne peut jamais se connecter. Mot de passe pré-encrypté. Vous devrez entrer un mot de passe déjà chiffré, tel celui provenant du fichier /etc/shadow sur un autre système. Généralement, on utilise un mot de passe normal. On trouve également la rubrique option du mot de passe. La première entrée qu'on trouve est la date d'expiration. Si vous voulez que l'utilisateur ne puisse pas se connecter après une date particulière, remplissez ce champ. Le champ nombre minimal de jours est le nombre de jours depuis la création de l'utilisateur ou la dernière modification du mot de passe que l'utilisateur doit attendre avant de le modifier à nouveau. Laissez vide pour permettre de changer dès que l'utilisateur le veut. Le champ nombre maximal de jours correspond au nombre de jours après la création de l'utilisateur ou la dernière modification du mot de passe et que le mot de passe expire et doit être modifié. En effet, un utilisateur avec cette option sera forcé de changer son mot de passe périodiquement, ce qui est bon pour la sécurité du système. Laissez le champ vide pour empêcher l'expiration du mot de passe. Le champ nombre de jours d'avertissement est le nombre de jours avant la date d'expiration du mot de passe, indiquant à l'utilisateur lors de la connexion que son mot de passe est sur le point d'expirer. Si elle est laissée vide, l'utilisateur ne saura pas que son mot de passe a expiré jusqu'à ce qu'il tente de se connecter et soit obligé de choisir un nouveau. Le champ nombre de jours d'inactivité correspond au nombre de jours après l'expiration du mot de passe, indiquant que le compte entier sera désactivé. Si l'utilisateur n'a pas choisi de nouveau mot de passe, s'il laissé vide, le compte n'expirera jamais. Pour la rubrique appartenance à un groupe. Pour le groupe principal, sélectionnez un groupe existant ou entrez le nom d'un nouveau groupe que Webmin créera pour vous. Si vous souhaitez que l'utilisateur soit membre de plusieurs groupes, sélectionnez ces groupes dans la liste de groupes secondaires. Si vous souhaitez créer le répertoire personnel de l'utilisateur, sélectionnez oui devant l'option Créer un répertoire personnel. Si le répertoire n'existe pas, vous devez la sélectionner ainsi que copier les fichiers dans le répertoire personnel, afin que l'utilisateur obtienne un ensemble de fichiers de préférence de base tels que .profil et bureau. Pour que l'utilisateur soit créé dans d'autres modules que vous avez configurés, pour se faire sélectionner, créer un utilisateur dans d'autres modules. Il est possible de configurer le module Samba pour
créer automatiquement un utilisateur dans sa liste d'utilisateurs. Et le module MySQL pour créer un nouvel utilisateur de base de données, entre autres. Et finalement, pour créer l'utilisateur, cliquez sur le bouton Créer. Après un court délai, vous serez renvoyé à la liste des utilisateurs existants qui devrait inclure votre nouvel utilisateur. Et voilà notre nouvel utilisateur que nous avons créé. Vous pouvez modifier les détails de tout utilisateur existant sur votre système en procédant comme suit. Cliquez sur l'utilisateur que vous souhaitez modifier dans la liste des utilisateurs existants. Modifiez les informations que vous souhaitez, y compris le nom d'utilisateur. Les champs ont les mêmes significations que celles décrites dans Créer un nouvel utilisateur. Si vous avez modifié l'idée d'utilisateur ou modifié le groupe principal, les fichiers appartenant à l'utilisateur peuvent devoir être mis à jour. Cliquez sur le bouton Sauvegarder pour que WebMin met à jour l'utilisateur. Une fois terminé, vous serez redirigé vers la page principale des utilisateurs et des groupes. Vous devez toujours être prudent lors de la suppression d'un utilisateur car les fichiers importants dans le répertoire personnel de l'utilisateur peuvent être perdus. Ce n'est généralement pas une bonne idée de supprimer les utilisateurs créés lors de la première installation de votre système, en particulier root. Même les utilisateurs normaux que vous avez créés peuvent être désactivés en modifiant l'utilisateur et en définissant l'option mot de passe sur pas de connexion autorisée. Si vous souhaitez toujours continuer pour supprimer un utilisateur, cliquez sur l'utilisateur que vous souhaitez modifier dans la liste des utilisateurs existants et cliquez sur le bouton Supprimer en bas de page. Cela fera apparaître un formulaire vous demandant de confirmer la suppression avec des boutons pour supprimer l'utilisateur ou supprimer l'utilisateur et son répertoire personnel. Et aussi la quantité d'espace disque utilisée par le répertoire personnel de l'utilisateur s'affichera. Si vous voulez supprimer l'utilisateur et conserver ces fichiers, cliquez sur Supprimer l'utilisateur. Si vous voulez supprimer l'utilisateur avec ces fichiers, cliquez sur Supprimer l'utilisateur et son répertoire personnel. Une page indiquant la progression de la suppression s'affichera pendant la durée de la suppression. Tous les systèmes Linux utilisent un gestionnaire de paquets pour simplifier le processus d'installation et de suppression des programmes. Un paquet est un ensemble de commandes, de fichiers de configuration, de pages de manuels et de bibliothèques partagées et d'autres fichiers associés à un seul programme, tels que Apache Web Server ou SendMail Mail Server combinés en un seul fichier. Une fois installé, le gestionnaire de paquets extrait tous les fichiers de composants et les place dans les emplacements appropriés sur votre système. Le module composant logiciel fournit une interface pour l'installation, la recherche et la suppression de paquets, indépendamment du gestionnaire de paquets utilisé dans le système. La rubrique Installer un nouveau paquet qui sera utilisé pour sélectionner le paquet et lancer le processus d'installation. Si le fichier de package se trouve sur le système exécutant WebMin, sélectionnez l'option Un fichier local et entrez le chemin d'accès complet au fichier de package. Si vous utilisez votre navigateur sur la machine où WebMin est installé, sélectionnez l'option Un fichier téléchargé et cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner le fichier du package. Si le package se trouve quelque part sur un site web, sélectionnez une adresse FTP ou HTTP et entrez l'URL dans le champ à côté. Si vous utilisez Debian, vous pouvez sélectionner l'option Composant d'APT
et entrez le nom du package dans le champ de texte situé à côté. Une fois la source du package saisie, cliquez sur le bouton Installer. L'installation a été effectuée. Un système Linux typique a des centaines de paquets installés, dont la plupart ont été installés dans le cadre du processus d'installation de la distribution. Parce qu'il y en a tellement, il est difficile de les parcourir pour en trouver un que vous voulez supprimer ou voir les détails. Pour rechercher un package ou des packages, sur la page principale du module, entrez un mot-clé dans le champ de recherche. Ceci sera comparé au nom et description de tous les paquets. Ainsi, vous pouvez entrer quelque chose comme GIMP pour trouver tout ce qui est lié à GIMP. Cliquez sur le bouton « Chercher un composant » qui affichera une liste de tous les packages correspondants. Vous amènera au détail du package si un seul est trouvé ou affichera un message d'erreur si aucun n'a été trouvé. Si une liste apparaît comme suit, cliquez sur l'un des noms de paquets pour voir tous les détails. La page de détail du paquet affichera toutes les informations disponibles, y compris une description globale. Les paquets peuvent également être parcourus manuellement en cliquant sur le bouton Package Tree sur la page principale. Sur la plupart des systèmes d'exploitation, chaque paquet appartient à une classe telle que développement et administration. La page de l'arborescence des packages utilise ces informations de classe pour afficher tous les packages installés dans une hiérarchie, un peu comme une arborescence de répertoire. Vous pouvez ouvrir les classes en cliquant sur leur icône de dossier jusqu'à ce que vous arriviez au niveau du paquet. En cliquant sur l'icône d'un paquet, vous accédez à la même page de détail telle que celle qu'on a vue avant. Si vous connaissez le nom d'une commande ou d'un fichier et que vous voulez trouver le paquet auquel il appartient, le formulaire identifié un fichier sur la page principale peut être utilisé. Entrez le chemin d'accès complet ou une commande comme pwd dans le champ de recherche et appuyez sur le bouton Rechercher. Si le fichier ou la commande est connu du système de paquets, les informations concernant seront affichées avec la liste des paquets auxquels il appartient. En cliquant sur l'un des noms de paquets, vous amènera à la page d'information. Une fois qu'un paquet a été trouvé, en cherchant et en parcourant l'arborescence, vous pouvez le supprimer de votre système en cliquant sur Désinstaller. Concernant le fonctionnement de Webmin, Webmin est un service qui se lance au démarrage du serveur et qui est accessible via cette URI qui est l'identifiant uniforme de ressources. L'utilisateur peut se connecter à l'interface en indiquant dans cette URL, comme je viens de citer tout à l'heure, l'URL et l'adresse ou bien le nom de la machine ou bien du serveur et le port de l'application qui est par défaut 10 000. Ce port peut être redéfini directement depuis l'interface, tout comme beaucoup d'autres paramètres et on va voir tout ça par la suite. Et il est possible d'activer TLS, il est possible d'activer le TLS. Il est conseillé si l'adresse est publique pour accéder à Webmin via l'internet. Et il est possible aussi de changer le port par défaut de Webmin qui est 10 000 en modifiant directement sur le répertoire /etc/webmin/ministère.com. Donc,
WebMin et ensemble, c'est un ensemble de logiciels ou bien des serveurs web composés de plusieurs CGI. C'est l'abréviation de Common Gateway Interface, qui est en français interface de passerelle commune. C'est une interface utilisée pour les serveurs HTTP qui permet et qui met à jour vos fichiers de configuration tels que le fichier /etc/initd.conf et /etc/password. La question qui se pose, c'est que à qui s'adresse WebMin? WebMin s'adresse à ceux qui ont une expérience avec Linux, mais qui ne sont pas aguerris à l'administration de ce système. Ce dernier requiert toutefois une bonne connaissance des réseaux TCP/IP, mais aussi celle de l'organisation du système de fichiers Unix et la compréhension des principaux services que peut fournir un tel système. WebMin fonctionne avec des privilèges root. Cela signifie qu'il est tout à fait possible de détruire le système en cas de manipulation incorrecte. Pour les utilisateurs expérimentés en administration Unix, l'interface un peu lente de WebMin ne fera pas gagner de temps. Cependant, il permet de bénéficier du contrôle automatique de la syntaxe et d'un ensemble d'actions qui sont réalisées automatiquement. Il est également possible de donner différents niveaux d'accès dans WebMin. Il est alors possible de déléguer sans risque des tâches d'administration à ses collaborateurs. Par exemple, l'administrateur ne permet à quelqu'un que d'administrer le serveur de base et données et rien d'autre. WebMin est écrit en Perl. Cela lui permet d'être porté aisément. Il est plus confortable à utiliser si le navigateur web client supporte le langage JavaScript, et certains modules ne sont pas utilisables que si le navigateur supporte Java. Donc Perl, c'est un langage de programmation créé en 1987. Et Perl, c'est un langage de programmation créé en 1987 par Larry Wall. À l'origine, il était surtout utilisé pour le développement de scripts d'administration système sous Unix, mais avec les années et après plusieurs révisions importantes du langage Perl, est devenu rapidement un outil polyvalent, puissant et extrêmement pratique quand on va vous expliquer comment installer de nouveaux modules Perl sur votre système à l'aide de WebMin et comment afficher ou supprimer des modules déjà installés. Le langage de programmation Perl a beaucoup de ces fonctions, dont des modules séparés qui ne sont chargés par le script Perl que lorsqu'ils en ont besoin. La distribution standard du Perl inclut de nombreux modules, mais il y en a beaucoup plus qui peuvent être installés séparément. Les modules existent pour une grande variété de buts, tels que la connexion aux bases de données, la création d'images, l'utilisation des protocoles réseau et l'analyse des formats de données. Tous les modules Perl ont des noms courts comme GD, DNS, NetIP, NetHTTP, etc. Tous ceux qui ont des noms en plusieurs parties séparées par des doubles points font partie d'une famille de modules connexes qui sont souvent regroupés. Les modules sont distribués dans des fichiers tar.gz qui doivent être extraits et compilés avant de pouvoir être installés. Souvent, un seul fichier de distribution contient plusieurs modules qui doivent tous être installés ensemble. Et dans l'interface WebMin, sous la catégorie Autres, module Perl, ce module peut être utilisé pour afficher, installer et supprimer des modules Perl de votre système. Et lorsque vous l'entrez, la page principale liste tous les modules actuellement installés, comme vous remarquez. Pour chacun, le nom de module, le nombre de sous-modules, une petite description du module,
sa version et la date de son installation. Et les sous-modules sont le terme de webmin pour les modules Perl qui sont inclus dans le fichier de distribution tar.gz avec un module principal. Si vous devez installer un nouveau module Perl pour une utilisation par webmin ou pour développer vos propres scripts, cela peut être fait facilement en utilisant ce module webmin et les étapes à suivre sont les suivantes. Donc ce formulaire offre 4 options pour les types de sources pour installer un module au format de fichier de distribution tar.gz. Mais le plus commun et utile, c'est du cpan. Sélectionnez-le et entrez le nom du module tel que telnet, net de point, telnet, par exemple. Et si le fichier des modules est déjà sur votre système, vous pouvez choisir l'option provenant d'un fichier local et entrer le chemin du fichier tar.gz dans le champ à côté de celui-ci. Ou si vous avez le fichier sur le système sur lequel vous exécutez votre navigateur, sélectionnez depuis le fichier téléchargé et sélectionnez-le en utilisant le bouton parcourir. La source finale à partir de laquelle un module peut être installé est une URL sur un autre serveur. Pour que webmin le télécharge pour vous, sélectionnez l'option provenant d'une URL FTP ou HTTP. Entrez l'URL dans le champ situé à côté, ici, et cliquez sur Installation. Et voilà, l'installation est terminée et un nouveau module Telnet est installé avec succès. Pour vérifier l'existence de ce nouveau module, vous cherchez dans les modules déjà installés. On cherche net de .telnet. Voici un nouveau module et une petite description et la date de son installation. Et si l'option provenant du cpan a été choisie et que ce n'est pas le premier module que vous avez installé à partir de cette source, la case actualiser la liste des modules de cpan en regard du champ du nom du module sera visible quand vous remarquez. Si cette case est cochée, webmin téléchargera de nouveau la liste complète des modules et les URL auxquels ils peuvent être trouvés sur le site web du cpan. Sinon, il utilisera un cache local de la liste de téléchargement précédent et la liste des modules devrait être retéléchargée périodiquement pour s'assurer que la copie locale reste à jour. Et pour cette raison, la boîte sera vérifiée par défaut tous les 30 jours ou quelle que soit la période que vous avez définie dans la configuration du module webmin. Passons maintenant à l'affichage et la suppression d'un module Perl. Cette page de son module affiche tous les modules Perl qui sont installés sur votre système pour lesquels un fichier packlist peut être trouvé. Mais malheureusement, certains modules ne créent pas de fichier packlist et les modules comme celui-ci seront toujours utilisables dans les scripts Perl, mais ne pourront être ni visualisés ni désinstallés par webmin. Et la plupart des modules Perl inclus dans la documentation sur leur API pour les programmes qui veulent les utiliser dans les scripts. Pour voir la documentation d'un module, les étapes à suivre sont les suivantes.
Donc vous cliquez sur le nom de module comme vous voulez. Et cela vous amènera à une page montrant sa documentation complète telle que générée par la commande Perl doc. Cependant, tous les modules n'ont pas de documentation, donc dans certains cas, aucun ne sera affiché. Si le module a des sous-modules, ils seront également listés. Chacun peut avoir une documentation supplémentaire que vous pouvez voir en cliquant sur son nom. Et Webmin peut également être utilisé pour supprimer des modules Perl de votre système tant qu'ils ont correctement formaté le fichier packlist. Donc le processus pour supprimer un module, donc vous cliquez sur son nom comme j'ai déjà cité tout à l'heure et pour accéder à la page de sa documentation, et vous cliquez sur le bouton désinstaller le module et les sous-modules s'il y a des sous-modules bien sûr, et cliquez dessus. Et si le bouton n'est pas affiché, Webmin ne peut pas supprimer ce module Perl. Vous cliquez sur ce bouton, une page répertoriant tous les fichiers qui seront supprimés s'affiche. Pour poursuivre la désinstallation, cliquez sur ce bouton en bas de la page. Donc le processus pour supprimer un module est le suivant. Sur cette page principale, cliquez sur le nom du module que vous voulez. Par exemple, je choisis NetTelnet. Donc pour accéder à la page de documentation. Voilà la page de sa documentation. Si le bouton désinstaller le module et les sous-modules existent, donc cliquez dessous. Et si le bouton n'est pas affiché, Webmin ne peut pas supprimer ce module Perl. Donc une fois vous cliquez sur le bouton désinstaller le module, une page répertoriant tous les fichiers qui seront supprimés s'affiche. Pour poursuivre la désinstallation, cliquez sur le bouton désinstaller maintenant qui est en bas de la page pour la confirmation. Et tous les fichiers de modules seront supprimés et vous serez redirigé vers la page principale. Et dans les versions récentes de Webmin, les modules Perl installés à partir de RPM ou Dev Package peuvent également être supprimés en utilisant ce même processus. Et le RPM correct sera supprimé plus tôt que Webmin supprimant les fichiers du module Perl lui-même. Et voilà, si on cherche son nom, NetTelnet, donc il n'existe pas, donc il est supprimé. Webmin apporte des modèles standards séparés par des catégories. Par exemple, la catégorie Webmin qui contient des modèles pour configurer Webmin lui-même. Par exemple, le modèle utilisateur Webmin pour ajouter ou de supprimer ou de modifier l'utilisateur de Webmin. Catégorie système qui contient des modèles pour configurer votre système, par exemple la gestion de process, pour stopper des process qui sont encore d'exécuter et leur aider toutes les informations sur ces process-là. Changement de mot de passe pour changer les mots de passe d'utilisateur. L'utilisateur groupe quand nous avons vu l'ajout d'un utilisateur, c'est pressé en modification. Catégorie serveur qui contient les modèles pour configurer des serveurs qui sont déjà installés dans votre système. Réseau pour configurer firewall, configuration d'un réseau, les adresses IP
matériel qui contient des modèles pour configurer l'autant du système, les disques, les imprimantes qui sont connectés. Cluster pour effectuer plusieurs des mêmes tâches sur plusieurs systèmes. Et la catégorie Unused Model qui contient les modèles qui ne sont pas utilisés. WebMain est essentiellement une collection de modèles, chacun entré ou effectuation des tâches et que la configuration Apache ou la gestion de l'utilisateur Unix. Un modèle peut être ajouté ou supprimé sans affecter le fonctionnement des autres, en suppression qui ne dépend pas, même si la distribution principale de WebMain compose de plusieurs modèles, mais il y a des autres modèles qui sont créés par des autres personnes, peuvent être téléchargés sur un site web webmain-partmodel.com. Pour ajouter nos modèles, on accède configuration WebMain, modèle WebMain. Pour installer, il y a 4 choix. Soit par un fichier local si vous avez créé votre modèle, ou à partir d'un serveur, ou à partir d'un serveur FTP ou HTTP pour télécharger le fichier qui contient dans un autre serveur, ou installer à partir de site WebMain qui contient les modèles qui sont créés par les personnes qui développent WebMain. Modèles tiers provenant d'eux, qui sont les modèles créés par des autres personnes. Par exemple, on choisit l'option ignorer dépendance des modèles lors de l'installation. WebMain arrête normalement l'installation d'un modèle si aucun autre modèle dont il est dépendant est disponible ou il est créé pour une version ultérieure de WebMain. Pour éviter cela, cochez la case ignorer dépendance WebMain lors de l'installation. Cependant, cela permet d'installer un modèle. S'il ne fonctionne pas, il ne permet pas d'ajouter des modèles qui ne supportent pas le système d'exploitation des serveurs. Pour contrôler à qui ce nouveau modèle sera accordé, sélectionnez l'option Grand Accès utilisateur ou les groupes et entrez à la liste des noms utilisateurs et des groupes WebMain dans la zone de texte adjacent. Par défaut, seul utilisateur accordé vous est actuellement connecté. Alternativement, vous devez donner chaque utilisateur et groupe un choix d'accorder l'accès à tous les utilisateurs de WebMain. Que vous avez voyé, notre modèle est bien installé. L'option clone pour voir plusieurs copies de la même modèle. Pour supprimer un modèle, il faut choisir votre modèle ou l'ensemble des modèles et cliquer sur le bouton supprimer de modèle. Pour exporter un modèle ou plusieurs modèles de format wbm.gz et installer dans un autre serveur WebMain sur une autre machine, il faut sélectionner votre modèle et exporter les modèles sélectionnés. WebMain est conçu pour permettre l'ajout facile de nouveaux modules sans modifier le code existant. Il peut être écrit par quelqu'un d'autre que les développeurs de WebMain et distribué sous une licence choisie par le développeur. Un module doit être écrit pour administrer un serveur ou un service, tel que le fichier de mot de passe Unix ou le serveur web Apache. Les modules peuvent être théoriquement écrits
dans n'importe quel langage. Toutefois, pour utiliser l'API Webmin, Perl version 5.8 ou supérieure doit être utilisé. Un module doit être écrit entièrement en Perl, sans fonction C ou programme binaire externe. L'objectif est que les modules soient aussi portables que possible sur différents systèmes Unix et types de processeurs. Les modules écrits dans d'autres langues ne seront pas affichés à l'aide de l'interface d'utilisateur Webmin standard et ne pourront pas appeler son API. Pour ces raisons, l'utilisation de Perl est fortement recommandée. Chaque module a son propre répertoire sous le répertoire de base Webmin dans lequel tous les programmes CGI du module et les fichiers de configuration doivent être stockés. On va créer à titre d'exemple un module simple qui affichera Hello World sur Webmin. Pour qu'un module soit affiché dans le menu principal de Webmin, il doit contenir au moins les fichiers que nous allons créer par la suite. Je vais créer un répertoire que j'appelle mon module. Puis je crée le fichier appelé module.info. DESC est une description du module tel que mon module Webmin. C'est le texte qui apparaîtra dans le menu de gauche de Webmin. On a aussi la ligne OS Support. Est une liste de systèmes d'exploitation séparés par des espaces que ce module prend en charge. Le module ne sera pas affiché dans le menu principal que si le système d'exploitation est dans la liste ou s'il n'y a pas de ligne OS Support. Pour cela, je préfère de la supprimer. Et enfin, la ligne catégorie et le code de la catégorie de menu Webmin pour afficher le module sous. Ce sera servers ou système ou hardware ou network. Je choisis d'affecter la catégorie hardware. Lors de l'écriture d'un nouveau module, nous devons créer un fichier avec le même nom que le répertoire du module avec -lib.pl ajouté. Ce fichier contiendra les fonctions communes appelées par les programmes CGI. Le même nom de la répertoire, c'est celui-là. Et on ajoute -lib.pl.
Les deux premières lignes permettent d'exporter depuis la librairie Webmin Core de nombreuses fonctions pour l'analyse des paramètres, la génération HTML et la gestion des utilisateurs et la lecture et l'écriture des fichiers de configuration. La ligne init config appelle une fonction APE Webmin pour initialiser l'environnement du module. S'il y a d'autres configurations, vous créez un fichier appelé config. Je me contenterai de créer un fichier config vide car je ne veux pas ajouter aucune configuration. Webmin utilise des fichiers CGI qui contiennent les scripts Perl. La page d'accueil du module doit être appelée index.cgi. La première ligne est standard pour tous les scripts Perl et doit correspondre au chemin de Perl sur votre système. La deuxième ligne introduit la bibliothèque de fonctions du module et appelle la fonction d'initialisation init config de Webmin. La troisième, c'est pour définir l'entête de la page du module. Je vais puis ajouter la fonction print. Il faut ensuite permettre d'exécuter le fichier index.cgi. Il nous reste de mettre le module sous forme de package pour pouvoir l'uploader à Webmin.
Ensuite, on va sur l'interface web de WebMin. Et sur la catégorie WebMin, configuration de WebMin, on va sur module WebMin, install from à partir d'un fichier local et chercher le chemin. Et puis choisir le fichier compressé qu'on a construit tout à l'heure, ignorer les dépendances du module et puis installer le module. Le module a été installé avec succès. Je vais afficher le fichier module.info juste pour voir quelle catégorie j'ai choisi. Comme vous voyez, notre module a été bien ajouté dans le menu. Et voilà notre Hello World. Vous pouvez écrire d'autres fonctions plus complexes. C'était juste pour expliquer les principes de programmation d'un module WebMin. Les tâches cron répertorient les tâches planifiées explicitement ou implicitement par d'autres modules, contrairement aux commandes planifiées qui ne sont exécutées qu'une seule fois. Les tâches cron sont exécutées toutes les heures ou toutes les semaines ou tous les mois. Les tâches cron sont très utiles pour effectuer des tâches système régulières telles que le nettoyage des fichiers journaux, la sauvegarde de fichiers, etc. La plupart des distributions Linux auront plusieurs tâches cron qui ont été installées par défaut dans le processus d'installation du système d'exploitation. En utilisant WebMin, vous pouvez facilement créer une nouvelle tâche sur la page principale du module qui se trouve sous la catégorie Système. Cliquez sur le lien Créer une nouvelle tâche cron programme. Puis dans le champ s'exécute en tant que entrer le nom d'utilisateur Unix qui va exécuter la commande. La tâche s'exécutera dans le répertoire personnel de l'utilisateur avec ses autorisations complètes. Le champ actif peut être défini sur nom si vous ne souhaitez pas que cette nouvelle tâche soit exécutée. Ceci est utile pour créer des travaux à activer ultérieurement. Dans le champ suivant, on entre les commandes à exécuter dans la tâche et ici on entre une description. Dans la rubrique Quand exécuter, on entre les options de minutes, heures, jour du mois et jour de semaine pour définir la date quand exécuter la tâche. La plage de date pour exécuter pour répéter la tâche soit dans une plage de date définie ou n'importe quelle date. Après le remplissement du formulaire, on clique sur Créer pour créer une nouvelle tâche. Passons maintenant au fichier de configuration dans WebMin. Donc cliquez sur WebMin, fichier de configuration et de sauvegarde. Et la plupart des modules WebMin fonctionnent en modifiant les fichiers de configuration sur votre système, comme le répertoire /etc export pour les packages NFS
/etc password pour les utilisateurs et /etc fstab pour les systèmes de fichiers. Chaque module sait quels fichiers de configuration il gère et quelles commandes doivent être exécutées pour les activer. Cependant, tous les modules ne traitent pas vraiment des fichiers de configuration. Par exemple, le module MySQL fonctionne en exécutant des commandes SQL. En tant que tel, il ne peut pas participer au processus de sauvegarde de la configuration. Et ces modules de configuration de sauvegarde peuvent collecter des informations sur les fichiers de configuration provenant d'autres modules et créer et restaurer et sauvegarder des sauvegardes contenant tout ou partie de ces fichiers. Il est conçu pour sauvegarder la configuration d'un seul système, mais pas pour migrer des configurations d'un serveur à un autre. Ce serait plus complexe. Vous pouvez théoriquement sauvegarder les configurations d'un système et les restaurer sur un autre s'il existe exactement le même système d'exploitation et la même version. Mais essayer ceci entre des systèmes de différents types est presque certain d'échouer. Maintenant, je vais vous montrer comment créer une sauvegarde planifiée. Une fois que vous avez effectué une sauvegarde manuelle, vous pouvez la programmer pour qu'elle s'exécute régulièrement comme suit. Cliquez sur l'onglet Sauvegarde et planifier. Cliquez sur le lien Ajouter une nouvelle sauvegarde qui ouvrira ce formulaire. Sélectionnez le module dont vous souhaitez inclure les fichiers de configuration dans la liste des modules à sauvegarder. Entrez une destination de fichier local ou distant dans la section Destination de sauvegarde, où vous pouvez parcourir et choisir un fichier local. Si vous souhaitez être informé de l'état de cette sauvegarde, entrez votre adresse email dans le champ Envoyez le résultat par courrier électronique à l'adresse. Dans la sauvegarde planifiée, donc sélectionnez oui. Dans la sauvegarde programmée activée, cliquez sur oui et choisissez les heures et les jours pour que la sauvegarde s'exécute à partir du sélecteur du temps cron. Cliquez sur le bouton Créer et en supposant que cette sauvegarde planifiée a été créée, vous pouvez la modifier ou la supprimer en cliquant sur le chemin de la destination dans la table sous l'onglet Sauvegarde planifiée. Pour restaurer une sauvegarde, et si vous trouvez qu'un fichier de configuration sur votre système a été corrompu, mal édité ou supprimé par erreur, il peut être facilement restauré à l'aide de ce module. Donc les étapes pour effectuer cette restauration: premièrement, vous cliquez sur l'onglet Restaurer maintenant, Restore Now. Sélectionnez-le ou bien les modules dont vous souhaitez restaurer les fichiers de configuration à partir du menu de modules à restaurer. Dans la section Restaurer depuis, entrez le chemin d'accès à un fichier local ou distant créé à l'origine par ce module. Et pour être utile, il doit contenir des sauvegardes pour les modules que vous avez sélectionnés. Dans la section Restaurer depuis, entrez le chemin d'accès à un fichier local ou distant créé à l'origine par ce module.
Pour être utile, elle doit contenir bien sûr des sauvegardes pour les modules que vous avez sélectionnés. Donc, cliquez sur le bouton Restaurer, effectuer la restauration maintenant. Et voilà le démarrage de la restauration des fichiers de configuration à partir du fichier local. Donc, comme vous remarquez, le fichier doit avoir l'extension .tar.gz. Et si tout se passe bien, une page s'affichera indiquant le nombre de modules et de fichiers restaurés. Et les fichiers sont restaurés à leur emplacement d'origine sur le système plutôt que sur les chemins définis dans les pages de configuration du module sélectionné. Pour effectuer une sauvegarde de configuration immédiate, procédez comme suit. Cliquez sur l'onglet Sauvegarde maintenant. Dans la liste des modules à sauvegarder, sélectionnez les modules pour lesquels vous souhaitez sauvegarder les fichiers de configuration tels que l'utilisateur et groupe. Et plusieurs modules peuvent être sélectionnés en cliquant sur Contrôle, bien sûr. Vous pouvez sélectionner les modules que vous voulez. Et dans le champ Destination et sauvegarde, dans le champ Destination de sauvegarde, sélectionnez le fichier local et entrez un nom, un chemin d'accès pour l'écriture de la sauvegarde. Cela devrait recevoir une extension tar.gz car c'est le format de fichier utilisé. Donc vous pouvez parcourir et choisir le fichier comme vous voulez et dans l'extension c'est tar.gz. Dès que vous terminez, cliquez sur Effectuer la restauration maintenant. En supposant que le chemin que vous avez entré est valide, une page devrait apparaître montrant la liste des modules dont les configurations ont été sauvegardées et la taille du fichier résultat. Des sauvegardes peuvent également être effectuées sur des serveurs SSH ou FTP distants, à condition d'avoir un identifiant, un mot de passe et un répertoire accessible en écriture. Ceci est fait en sélectionnant les options du serveur FTP ou le serveur SSH. Les sauvegardes peuvent également être effectuées sur un serveur SSH ou FTP distant, à condition d'avoir un identifiant, un mot de passe et un répertoire accessible en écriture. Ceci est fait en sélectionnant les options du serveur FTP ou SSH et en complétant les champs appropriés. Et donc, une page de configuration de ce module fournit les options pour utiliser les variables dans le chemin de sauvegarde et le nom du fichier que vous avez configuré. Pour effectuer une sauvegarde de configuration immédiate, procédez comme suit. Cliquez sur l'onglet Sauvegarde maintenant. Dans la liste des modules à sauvegarder, sélectionnez les modules pour lesquels vous souhaitez sauvegarder les fichiers de configuration tels que l'utilisateur et groupe. Et plusieurs modules peuvent être sélectionnés en cliquant sur Contrôle, bien sûr. Vous pouvez sélectionner les modules que vous voulez. Et dans le champ Destination et sauvegarde, dans le champ Destination de sauvegarde, sélectionnez le fichier local et entrez un nom, un chemin d'accès pour l'écriture de la sauvegarde. Cela devrait recevoir une extension tar.gz car c'est le format de fichier utilisé.
Donc vous pouvez parcourir et choisir le fichier comme vous voulez. Et dans l'extension, c'est tar.gz. Dès que vous terminez, cliquez sur effectuer la restauration maintenant. En supposant que le chemin que vous avez entré est valide, une page devrait apparaître montrant la liste des modules dont les configurations ont été sauvegardées et la taille du fichier résultat. Pour voir les fichiers de configuration de Webmin, il faut accéder à le répertoire /etc/webmin. Que vous avez voyé, le fichier miniserve.config qui contient les configurations de votre serveur Webmin, qui par exemple des 4. Par exemple, le port, le SSL égale à 1 qui indique que le SSL est activé. Le key file, c'est le key de SSL et l'autre remplacement. User file, les utilisateurs de Webmin. Non SSL2, c'est les options de SSL, qui est la SSL version 2, SSL version 3, PLS version 1 sont tous activés. Les autres fichiers, par exemple le fichier miniserve.user qui contient les utilisateurs du Webmin. Par exemple, j'ai maintenant créé un nouvel utilisateur. Et le répertoire Samba qui contient les fichiers de configuration de votre modèle Samba. Le répertoire Firewall qui est donc configuration de votre modèle Firewall. Et Apache, MySQL, SSH2 qu'on a installé, qui est le modèle qu'on a installé SSH2. Si on fait cd SSH2 qui contient le fichier de configuration de votre modèle SSH2, on a créé mon modèle. Si on fait l'accès, si on fait ce modèle là ne contient pas de configuration, car qu'il fait une simple chose, c'est afficher un message. Pour accéder à votre serveur Webmin via l'internet, il faut faire une simple configuration de le routeur connecté au réseau où se trouve le serveur où Webmin est installé. Donc on entre dans le passerelle de votre réseau. Et dans la configuration de votre routeur, le premier champ, c'est le nom de votre serveur. C'est le nom que vous voulez. Débit de port au port, c'est la marge de port que vous avez. Si vous avez un seul serveur, par exemple, on a fait l'accès via l'internet avec un seul serveur qui est Webmin. Donc on fait, par exemple, il y a le port par défaut 10 000, on fait 2000, 10 000.
Le port de redirection, c'est d'email. Et l'adresse IP de hôte, c'est l'adresse IP de votre machine. On fait appliquer. Maintenant, vous pouvez administrer votre machine via n'importe quelle place dans le monde. Il faut simplement faire l'adresse IP https l'adresse IP publique de votre routeur et port de votre serveur. On peut accéder à votre serveur web dans le même réseau ou via l'internet ou via une machine virtuelle. Pour accéder dans le même réseau, il faut connaître simplement l'adresse IP de votre machine. Et dans votre navigateur, elle fait l'adresse IP et le port qui est d'email. Par exemple, on a accès avec le compte IMED. Qu'on a déjà créé. Que vous avez voyé, il y a seulement les modèles qu'on a choisis à ce utilisateur. Pour accéder à votre serveur webmail à partir d'une machine virtuelle, c'est le même principe. On entre l'URL, on entre la même URL dans le navigateur. C'est l'adresse IP et le port de la machine. Et dans le nom d'utilisateur et leur mot de passe. Que vous avez voyé, on peut administrer votre machine via une machine virtuelle et le contraire, vous pouvez accéder à webmail de votre machine virtuelle avec votre machine. Et en plus, on peut accéder à terminal de votre machine avec la commande suivante SSH, le nom d'utilisateur, arrobas, l'adresse IP de votre machine, est-ce que vous avez continué? Yes. Le nom et le mot de passe de votre utilisateur. Nous sommes maintenant
de le terminal de mon machine appartient de machine virtuelle. Comme tous les systèmes et les serveurs, il y a un fichier log pour voir les utilisateurs déjà connectés et les tâches faites. Ce fichier, il est dans le répertoire /var/webmin et le fichier s'appelle miniserver.log qui contient les informations sur log. Premier champ, c'est l'adresse IP avec laquelle ils sont connectés, nombre d'utilisateurs connectés, la date, l'heure et la tâche effectuée. Votre serveur webmin, il peut avoir plusieurs utilisateurs. Pour créer un utilisateur, on entre sur la modèle utilisateur webmin qui est dans la catégorie webmin. Créer un nouvel utilisateur. Dans le champ nom utilisateur, on donne le nombre d'utilisateurs, par exemple les emails. Le mot de passe, il y a trois choix. Soit remplacé par le mot de passe. Authentification Unix, à ce moment-là, si votre utilisateur est dans la liste d'utilisateurs de votre machine, il prendra la même mot de passe que la machine. Aucun mot de passe accepté. Dans ce cas, l'utilisateur ne se pas connecté à votre serveur. Le nom réel, on donne par exemple le nom de votre utilisateur. Les options de l'interfaçage utilisateur qui contient tout ce qui est langage, le thème, tout ce qui est interface à ce utilisateur. Sécurité and limité option. On donne, par exemple, vous êtes dans une entreprise et les employés sont travaillent seulement lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On coche ces jours-là. On donne chaque jour l'heure qui vous connectez. Par exemple, à 8 heures jusqu'à par exemple le contrôle d'accès IP pour associer par exemple à chaque utilisateur une adresse IP. Par exemple, dans une entreprise, chaque utilisateur il a ce PC personnel. Donc à ce moment-là, chaque utilisateur on a associé une seule adresse pour ne connecter pas avec une autre machine. Et l'option durée inactive avant des connexions. Et si on ne fait rien, dans un durée, votre session doit être déconnectée. Dans les modèles webmin disponibles, on a associé à chaque utilisateur des modèles spécifiques. Par exemple, une personne qui travaille dans le réseau ne peut pas associer des modèles de serveur ou des modèles de webmin. À ce moment-là, elle fait des choses dangereuses. Par exemple, à ce utilisateur, on a associé gestion des processus, les utilisateurs et groupes, serveur SSH, on clique sur le bouton créer.
Pour créer un groupe de WebMe, on clique sur créer un nouvel groupe. On donne le nom du groupe. On sélectionne les modèles que ce groupe doit être utilisé. Pour ajouter un utilisateur à un groupe, on sélectionne l'utilisateur ou on fait add to group. Pour voir les informations sur un utilisateur, on clique sur dessus. On peut supprimer cet utilisateur, changer, voir les journaux, colonies pour avoir deux utilisateurs. Qu'on a la même droit les options. Convertir les utilisateurs uniques en utilisateurs WebMe pour avoir l'utilisateur de votre système, ce sont les mêmes utilisateurs WebMe. Il y a plein de choses, par exemple, affiche les sessions connexion pour avoir les utilisateurs connectés. Il est judicieux de restreindre les adresses réseau clients autorisées à se connecter. Parce que WebMe est si puissant, toute personne qui parvient à se connecter aura un contrôle total sur votre système, comme s'il avait un accès root. Même si un nom d'utilisateur et un mot de passe sont toujours requis pour se connecter, il est toujours bon d'avoir une couche de sécurité supplémentaire au cas où un attaquant devinerait ou trouverait votre mot de passe. De plus, le contrôle d'accès IP vous protège contre tous les bugs dans WebMe qui pourraient apparaître à l'avenir et permettre à un attaquant de se connecter sans mot de passe. Certaines versions plus anciennes ont simplement eu ce problème. Pour restreindre les adresses IP et les réseaux auxquels WebMe accepte les connexions, dans la catégorie WebMe, cliquez sur l'icône Configuration WebMe. Puis cliquez sur l'icône pour le contrôle d'accès IP. Sélectionnez l'option autorisée seulement à partir des adresses listées. Et dans la zone texte, entrez les adresses IP ou les noms d'hôtes des systèmes clients auxquels vous souhaitez autoriser l'accès. Si vous souhaitez autoriser l'accès à partir d'un réseau IP entier, entrez l'adresse du réseau. Les réseaux peuvent également être entrés dans leur format réseau / masque de réseau comme suit. Vous pouvez également accorder l'accès à partir d'un domaine entier en entrant un nom de hôte générique comme étoile.ari.com. En supposant que la résolution d'adresse IP inversée a été configurée pour ce domaine. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton « Sauvegarder » pour appliquer votre modification. WebMe vous avertira si les restrictions empêchent le système client sur lequel vous utilisez actuellement votre navigateur de se connecter, en sorte que vous ne vous verrouillez pas accidentellement. Si vous accédez à votre serveur WebMe
sur un réseau non sécurisé tel qu'Internet, sachez que par défaut, un attaquant pourrait capturer votre identifiant et votre mot de passe en écoutant le trafic réseau. Heureusement, il existe une solution relativement simple à configurer en configurant Webmin pour utiliser SSL afin que tout le trafic réseau entre votre navigateur web et le serveur soit crypté. Donc pour activer SSL, on doit procéder comme suit. Il faut d'abord installer la bibliothèque OpenSSL. Si vous ne l'avez pas déjà sur votre système, vous pouvez la télécharger sur openssl.org. Ensuite, on doit installer le module NetSSL Perl. Le plus simple est d'entrer dans les modules Perl et entrer son nom, puis cliquer sur Installer. Une fois installé, il faut aller dans le module de configuration de Webmin et cliquer sur chiffrement SSL. Il faut maintenant générer une clé de cryptage pour le chiffrement SSL. Pour cela, on va sur l'onglet Let's Encrypt et on remplit le formulaire avec le nom de la machine et remplir toutes les informations du formulaire, puis cliquer sur Request Certificate. On doit maintenant aller sur l'onglet Paramètres SSL et changer l'option si elle est sur non vers oui. À partir de maintenant, moi j'ai déjà configuré SSL, donc c'est pour cela que j'ai déjà... mais par défaut, on trouve que non est coché. À partir de maintenant, lorsque vous connectez à Webmin, vous devez utiliser une URL commençant par HTTPS au lieu de HTTP. Finalement, vous pouvez connecter à Webmin depuis Internet sans avoir peur que quelqu'un va écouter le trafic réseau.